Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a l'air, comme ça, un peu technique, mais qui en réalité va avoir un impact très direct sur le portefeuille et les projets de millions de personnes. Je parle de la réforme du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, celle qui arrive le 1er janvier 2026. On s'appuie sur un article très complet du 22 octobre 2025 pour décortiquer tout ça. L'enjeu est énorme, on parle d'un changement qui va complètement rebattre les cartes du classement énergétique. Notre objectif, c'est de comprendre ensemble ce qui change, qui y gagne, et quelles sont les conséquences. Absolument. Et il faut tout de suite le dire, ce n'est pas un simple ajustement technique. On n'est pas en train de parler d'un petit changement de formulaire, quoi. C'est une vraie recalibration du système. Ça va surtout affecter, et on va le voir, le parc immobilier qui est chauffé à l'électricité. C'est une décision qui a des conséquences économiques, sociales, très très concrètes. Alors allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. Si on doit résumer cette réforme à une seule chose, le cœur du changement, c'est quoi? Le cœur du réacteur, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui change. On modifie ce qu'on appelle le coefficient de conversion de l'énergie primaire pour l'électricité. Pour faire simple, jusqu'à maintenant, pour évaluer la performance d'un logement, on prenait sa consommation électrique au compteur et on la multipliait par 2,3. Et ce coefficient, au 1er janvier 2026, il passe de 2,3 à 1,9. Alors, attends une seconde. Énergie primaire, énergie finale. On entend souvent ces termes. Concrètement, ça veut dire quoi? Pourquoi on prend pas juste ce qu'il y a sur la facture d'électricité et puis c'est tout? C'est une excellente question et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. L'énergie finale, c'est celle que vous consommez chez vous, celle de la facture, justement. L'énergie primaire, c'est l'énergie qu'il a fallu extraire de la nature pour produire cette électricité et l'amener jusqu'à votre prise. Le coefficient de 2,3, en fait, il voulait dire qu'il fallait 2,3 kWh d'énergie primaire, donc du nucléaire, du gaz, de l'hydraulique, pour produire un seul kWh chez vous. Ça prend en compte toutes les pertes, vous voyez? D'accord, je vois. C'est une sorte de coût écologique de l'énergie, si on veut. Et donc, en passant de 2,3 à 1,9, on dit que l'électricité est devenue plus efficace à produire. Exactement, c'est l'argument officiel. Le gouvernement justifie ça en expliquant que notre mix énergétique français s'est décarboné, qu'il s'est optimisé, avec plus de renouvelables, un parc nucléaire plus performant, etc. Du coup, ce nouveau calcul est censé corriger ce qui était vu comme une pénalisation de l'électricité française qui est très peu carbonée, par rapport au gaz ou au fioul qu'on importe, qui, eux, ont un coefficient de 1. Et la conséquence directe pour un appartement lambda chauffé tout à l'électrique, c'est là que ça devient intéressant. La conséquence est purement mathématique, et immédiate. En baissant le coefficient, on réduit, en quelque sorte artificiellement, la consommation d'énergie primaire du logement de 17%. Du jour au lendemain, sans faire le moindre travaux, sans changer une ampoule, un logement tout électrique voit sa note s'améliorer de 17%. C'est un tour de passe-passe administratif, mais avec des effets bien réels. C'est fascinant. On touche pas au bâtiment, on change pas les habitudes, mais sur le papier, le logement est plus performant. Alors la question que tout le monde se pose, qui sont les grands gagnants de ce tour de magie? Sans surprise, ce sont les propriétaires de logements chauffés à l'électricité. L'article qu'on analyse dresse d'ailleurs un portrait robot assez précis des plus grands bénéficiaires. On a les appartements en copropriété, souvent construits avant 2000, qui sont pour la plupart équipés de radiateurs électriques. On a aussi les petites surfaces, les moins de 40 mètres carrés. Elles étaient très pénalisées par l'ancien calcul. Et puis, bien sûr, tous ceux qui ont investi dans une pompe à chaleur. Et on a une idée de l'ampleur du phénomène? On parle de quelques milliers de logements ou c'est une vague de fond? Ah, c'est une véritable vague de fond. Le gouvernement lui-même, qui est cité dans notre source, estime que près d'un logement sur deux chauffé à l'électricité pourrait gagner une classe énergétique complète. Une classe complète, hein? C'est énorme! Oui, un logement qui était classé E pourrait, hop, se retrouver en D, un F en E et ainsi de suite. Et c'est là qu'on arrive au point le plus spectaculaire de cette réforme, l'impact sur les fameuses passoires thermiques, les logements classés F et G. Exactement, c'est l'effet le plus médiatique et sans doute le plus attendu. Le chiffre à retenir est colossal, 850 000. C'est le nombre de logements qui, le 1er janvier 2026, vont sortir administrativement de ce statut de passoire énergétique. 850 000, c'est difficile de se représenter. Ça correspond à quelle part du problème au total? Pour se donner une idée, début 2023, on comptait 4,8 millions de passoires thermiques en France. Cette réforme va donc en sauver, sur le papier, environ 18%.
Ah oui, c'est presque un cinquième. C'est ça, presque un cinquième du parc des logements les moins performants qui change de catégorie. Et pour les propriétaires bailleurs de ces biens, c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est un sauvetage. Ils échappent aux interdictions progressives de location qui étaient prévues par la loi Climat et Résilience. Pour eux, c'est une bouffée d'air immense. C'est un soulagement incroyable pour des centaines de milliers de personnes, j'imagine. Mais alors, très concrètement, si je suis propriétaire d'un de ces logements, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut se ruer chez le diagnostiqueur le 2 janvier, s'attendre à des démarches compliquées? C'est là que la mesure est, il faut le reconnaître, assez bien pensée. La réponse est non. Pas de panique et surtout pas de frais supplémentaires. Les DPE qui existent déjà restent valables pour leur durée légale de 10 ans. Ce n'est pas la peine d'en refaire un. D'accord, mais alors, comment on obtient cette nouvelle, cette meilleure note? Elle n'apparaît pas par magie sur le papier qu'on a à la maison. Non, mais c'est presque aussi simple. La démarche sera entièrement en ligne et gratuite. À partir du 1er janvier 2026, il suffira d'aller sur le site de l'Observatoire DPE Audit, qui est géré par l'ADEME. On rentre le numéro à 13 chiffres de son DPE actuel et la plateforme va générer instantanément une nouvelle attestation avec le classement mis à jour. Et ce nouveau document, cette attestation qu'on télécharge, elle a une vraie valeur juridique? On peut la présenter à un notaire pour une vente ou à un futur locataire? Absolument. L'article est très clair là-dessus. L'attestation aura la même valeur légale que le DPE d'origine. Elle sera utilisable pour n'importe quelle transaction. Vente, location, et même pour monter des dossiers de demande d'aide à la rénovation. C'est un vrai document officiel. D'ailleurs, pour éviter de naviguer à l'aveugle, un simulateur sera même dispo en ligne avant le 1er janvier pour que chaque propriétaire puisse estimer son gain potentiel. C'est très pragmatique. Bon, on a vu le quoi, le qui et le comment. Mais si on prend un peu de recul, l'impact sur le marché immobilier dans son ensemble doit être considérable, non? Si près d'1 million de biens voient leur valeur augmenter sur le papier, ça doit créer des vagues. C'est certain. La première conséquence, c'est la valorisation. On sait qu'une mauvaise étiquette, ça peut entraîner ce qu'on appelle une décote verte à la vente. Les études l'estiment entre 5 et 15%. Pour tous les biens qui vont gagner une ou deux classes, cette décote va s'atténuer ou même disparaître. Ça peut débloquer des ventes. Oui, mais si on retourne la médaille, pour ceux qui ne sont pas chauffés à l'électricité, rien ne change. Est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle forme d'inégalité? Je me mets à la place de quelqu'un qui a un appart chauffé au gaz, mon voisin, logement identique, mais avec des radiateurs électriques. Son bien va prendre de la valeur, sur le papier, et le mien, il stagne. C'est un peu la double peine, non? C'est exactement le revers de la médaille, et c'est un point crucial. Les logements chauffés au gaz ou au fioul, ce sont les grands oubliés de cette réforme. Leur classement ne bouge pas d'un iota. On va donc voir se creuser un écart d'attractivité et de valeur entre des biens qui ont pourtant une isolation similaire. Deux appartements identiques, dans le même immeuble, l'un pourrait être classé D et l'autre E, juste à cause du mode de chauffage. On voit bien l'incitation derrière. L'idée, c'est de pousser tout le monde vers l'électrique. C'est l'un des objectifs non dits mais évidents. En rendant les solutions électriques plus performantes aux yeux du DPE, la réforme incite très fortement à abandonner les chaudières fossiles. Le message est clair, si vous remplacez votre vieille chaudière à gaz par une pompe à chaleur, non seulement vous faites un geste pour le climat, mais en plus vous obtiendrez un bien meilleur classement, ce qui valorise votre patrimoine. Et pour les aides de l'État, comme MaPrimeRénov', ça change quelque chose? Ça introduit une flexibilité assez intéressante en fait. À partir de 2026, un propriétaire qui veut demander une aide pourra choisir le document le plus avantageux. S'il a besoin de prouver qu'il est une passoire thermique pour avoir certaines aides, il pourra utiliser son ancien DPE. Si, au contraire, il doit montrer qu'il a atteint un certain niveau de performance après travaux, il pourra utiliser la nouvelle attestation. Ça donne une marge de manœuvre, quoi. Attends, il y a une chose qui me vient à l'esprit, et ça me semble vraiment important. Si je suis l'une de ces 850 000 propriétaires sauvés, je respire un grand coup, je débouche le champagne et j'annule le devis que j'avais signé pour l'isolation de mes murs. Est-ce que le plus grand risque de cette réforme, ce n'est pas de provoquer un coup de frein massif sur les vraies rénovations? C'est le danger absolu. Et c'est la principale critique qu'on peut faire à cette mesure. Il faut vraiment marteler ce message. C'est un répit administratif, pas une solution physique. Le logement, il va continuer de consommer exactement la même quantité d'énergie, les factures ne vont pas baisser, le confort thermique en hiver ou en été ne va pas s'améliorer. Le problème de fond, les murs froids, les fenêtres qui fuient, le toit mal isolé, il reste entièrement le même.
Donc les obligations de rénovation à plus long terme, elles ne disparaissent pas, hein. Absolument pas. Les objectifs nationaux de rénovation du parc immobilier, ils restent les mêmes. Les échéances futures de la loi climat pour les logements classés E puis D vont arriver. Pour les copropriétés, l'obligation d'établir un plan pluriannuel de travaux, c'est toujours là. Penser que cette réforme annule le besoin de faire des travaux, ce serait une très grave erreur. C'est un sursis, pas une amnistie. C'est très clair. Si on se devait résumer les points essentiels pour que tout le monde reparte avec les idées claires. Le premier point, la date. 1er janvier 2026. À partir de là, le calcul du DPE change pour l'électrique. Le deuxième, le chiffre choc. 850 000 logements sortent du statut de passoire thermique. Troisièmement, la démarche. C'est simple, c'est gratuit, c'est une attestation en ligne. Et enfin, le plus important, c'est un changement sur le papier qui ne change rien à la performance réelle du bâtiment. Et la nuance à garder en tête pour finir. La nuance, c'est que cette réforme, oui, elle corrige une anomalie de calcul, et oui, elle offre une bouffée d'oxygène à beaucoup de propriétaires, mais elle crée aussi de nouvelles inégalités sur le marché. Et surtout, elle ne doit en aucun cas être une excuse pour ne pas faire de travaux. Le répit ne doit pas devenir le fossoyeur de l'action. L'isolation reste la seule vraie solution. Parfait. Et comme toujours, on termine avec une question pour la route. Cette réforme est présentée comme une correction technique. Mais en choisissant de modifier un coefficient de calcul plutôt que d'investir massivement dans la rénovation physique des bâtiments, est-ce qu'on ne choisit pas la solution de facilité en favorisant une technologie, l'électrique? On améliore les statistiques à court terme, mais est-ce qu'on ne risque pas, au fond, de retarder les efforts de rénovation profonde et structurelle dont la France a désespérément besoin? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci de nous avoir suivis.